Il y a 2000 ans, un empereur romain écrivait dans son journal intime des pensées qui allaient changer des millions de vies. Aujourd'hui, ces mêmes mots pourraient transformer la vôtre. Nous vivons dans un monde saturé de promesses vides. Chaque jour, une nouvelle méthode miracle prétend résoudre tous vos problèmes en 7 jours. Chaque scroll sur votre téléphone vous bombarde de solutions instantanées, de pilules magiques, de raccourcis vers le bonheur. Et si je vous disais que tout cela n'est que du bruit? Pendant que nous courons après la dernière tendance, une philosophie vieille de 2 millénaires continue de transformer silencieusement les leaders les plus influents de notre époque. De Nelson Mandela dans sa cellule de prison à des entrepreneurs comme Tim Ferriss, en passant par des athlètes d'élite et des Navy Seals, tous puisent dans la même source antique, le stoïcisme. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde connu, se levait chaque matin en se rappelant qu'il allait rencontrer des gens désagréables, ingrats et malhonnêtes, et pourquoi cette pratique contre-intuitive lui donnait un pouvoir psychologique absolu. Vous comprendrez comment Épictète, né esclave, est devenu le mentor philosophique de l'élite romaine en enseignant une vérité simple mais révolutionnaire sur ce que nous contrôlons vraiment. Et vous verrez comment Sénèque, l'un des hommes les plus riches de Rome, pratiquait volontairement la pauvreté pour immuniser son esprit contre la peur. Mais attention, ce voyage n'est pas une promenade intellectuelle confortable. Le stoïcisme ne vous promenade intellectuelle confortable. Il vous promet quelque chose de bien plus précieux, l'invincibilité intérieure. La capacité de rester debout quand tout s'effondre. La force de transformer chaque obstacle en opportunité. Au fil de cette exploration, certains principes reviendront comme des vagues sur le rivage. Cette répétition n'est pas accidentelle, c'est la méthode même qu'utilisaient les stoïciens pour graver ces vérités dans leur ADN mental. Comme un forgeron qui frappe encore et encore le métal brûlant, nous martèlerons ces concepts jusqu'à ce qu'ils deviennent partie intégrante de votre système nerveux. Car la transformation véritable ne vient pas de la compréhension intellectuelle. Elle vient de la pratique répétée, jusqu'à ce que la sagesse devienne instinct. Si vous êtes fatigué des solutions superficielles, si vous cherchez une force qui ne dépend ni des circonstances ni de la chance, si vous êtes prêt à découvrir pourquoi des hommes et des femmes affrontent la mort, la prison, la ruine avec le sourire, alors respirez profondément. Car ce que vous êtes sur le point d'apprendre n'est pas une philosophie, c'est un art de guerre pour l'esprit. Point 1. L'échec. Votre arme secrète. En 1997, Steve Jobs est viré de sa propre entreprise, humilié, détruit. 12 ans plus tard, il transforme Apple en l'entreprise la plus valorisée au monde. Comment? Il avait compris ce que les stoïciens savent depuis 2000 ans. Écoute bien, ce que je vais te dire va à l'encontre de tout ce qu'on t'a enseigné. L'échec n'existe pas, je répète, l'échec n'existe pas. Il n'existe que des données, des informations, des retours d'expérience que ton cerveau peut choisir d'interpréter comme une catastrophe ou comme un trésor. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Pas « contourne l'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Pas « surmonte l'obstacle ». L'obstacle devient le chemin. Chaque nom que tu reçois, chaque porte qui se ferme, chaque projet qui s'effondre, ce ne sont pas des fins, ce sont des débuts déguisés. Exemple brutal, tu perds ton emploi. Première réaction, panique, honte, peur. Réaction stoïcienne, excellent. Qu'est-ce que cette situation me force à devenir? Elle te sort de ta zone de confort. Parfait. Elle te sort de ta zone de confort. Parfait. Elle t'oblige à développer de nouvelles. Elle te pousse à repenser ta carrière. C'est peut-être le coup de pied dont tu avais besoin. Voici le protocole stoïcien pour transformer l'échec en or. Acceptation radicale. Ceci est arrivé. Pas de déni. Pas de si seulement. Acceptation totale, immédiate. Action immédiate, pendant que les autres pleurent, tu construis. Pendant qu'ils se plaignent, tu avances. Pendant qu'ils cherchent des coupables, tu cherches des coupables. La plupart des gens restent paralysés par l'échec parce qu'ils croient qu'il dit quelque chose sur eux. J'ai échoué donc je suis un échec. Les stoïciens savent que l'échec ne parle pas de toi. Il parle de ta stratégie. Et une stratégie, ça se change en 5 secondes. Exercice de Sénèque, chaque matin, imagine le pire scénario possible pour ta journée. Vraiment le pire. Visualise-le dans les moindres détails. Puis demande-toi. Et alors, seras-tu mort? Il bon s'arrête toutefois. Apprendras-tu quelque chose? Absolument. Une fois que tu as mentalement survécu au pire, tout devient gérable. Souviens-toi, chaque champion a perdu plus de combats que tu n'en as tenté. Chaque millionnaire a connu plus de faillites que tu n'as eu de salaire. Chaque génie a produit plus d'idées nulles que tu n'as eu d'idées tout court. La différence?
Ils savent que l'échec n'est pas l'opposé du succès. C'est sa matière première, mission. La prochaine fois que tu échoues, et j'espère que ce sera bientôt, car cela veut dire que tu tentes quelque chose, ne dis pas « j'ai échoué », dis « j'ai collecté des données ». Les perdants voient des murs, les gagnants voient des portes. Les stoïciens prennent un marteau et créent leur propre passage. L'échec n'est pas ton ennemi, c'est ton professeur le plus brutal et le plus efficace. Point 2. Le pouvoir du silence stratégique. Viktor Frankl a survécu à 3 camps de concentration nazis. Sa stratégie de survie mentale, il créait chaque jour ce qu'il appelait l'espace entre le stimulus et la réponse. Un espace de silence intérieur où même les nazis ne pouvaient pas entrer. Aujourd'hui, nous vivons dans une prison différente. 150 notifications par jour, 3 heures sur les réseaux sociaux, des milliers d'opinions qui tentent de pirater votre cerveau. Résultat, vous ne savez plus ce que vous pensez impatient. Vous répétez les opinions des autres. Vous vivez selon leurs priorités, pas les vôtres. Épictète enseignait. Vous avez 2 oreilles et une bouche pour une raison. Écoutez 2 fois plus que vous ne parlez. Mais il parlait surtout de s'écouter soi-même. Les stoïciens pratiquaient quotidiennement ce qu'ils appelaient l'examen de conscience. Pas une prière, pas une méditation mystique, un audit mental brutal et honnête. Voici exactement comment Marc Aurèle retrouvait sa clarté mentale. Matin, le journal philosophique. Avant que le monde n'envahisse son esprit, il écrivait, pas des to-do list, des questions. Qu'est-ce qui dépend vraiment de moi aujourd'hui? Quelle est la pire interprétation que je pourrais faire des événements? Comment puis-je transformer cela en opportunité? Midi, la pause stratégique. Au milieu du chaos impérial, il se retirait. 5 minutes. Juste lui et sa respiration. Il se demandait, suis-je en train de réagir ou de répondre? Soir, l'inventaire mental, qu'ai-je bien fait, où ai-je échoué, que ferais-je différemment? Pas de jugement, juste des données. Sénèque avait une pratique radicale qu'il appelait la diète d'information. Une fois par mois, il coupait tout, pas de conversation inutile, pas de divertissement, pas de nouvelles de l'Empire, juste lui, ses pensées et l'observation de ce qui remontait. Savez-vous ce qu'il découvrait? Que 90% de ses anxiétés venaient des problèmes, des autres. Adaptation pour le 21e siècle, avant de répondre à un message émotionnellement chargé, attendez 48 heures. Avant de prendre une décision importante, dormez 2 nuits dessus. Avant de réagir à une critique, laissez passer un week-end. Ce délai crée l'espace dont parlait Frankl. L'espace où votre sagesse peut émerger. Voici ce que personne ne vous dira. La solitude stratégique fait peur, parce qu'elle vous confronte à la personne que vous êtes vraiment. Sans distraction, sans excuse, sans le bruit qui couvre vos véritables pensées. C'est précisément pourquoi elle est si puissante. Dans le silence, vous ne pouvez plus vous mentir. Quand vous maîtrisez le silence intérieur, vos décisions deviennent plus claires. Votre anxiété diminue naturellement. Votre anxiété diminue naturellement. Votre créativité explose. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus un écho. Vous êtes une source. Ce soir, essayez ceci, éteignez votre téléphone 1 heure avant de dormir. Asseyez-vous avec un carnet, écrivez cette question. Si je n'avais peur de rien, que ferais-je demain? Puis écoutez. Vraiment, écoutez ce qui monte. Ce que vous entendrez, c'est votre voix authentique. Celle qui était là avant que le monde ne vous dise qui être. Le paradoxe stoïcien, plus vous vous retirez stratégiquement du bruit, plus votre impact augmente quand vous revenez. Parce que vous ne parlez plus pour remplir le silence. Vous parlez parce que vous avez quelque chose à dire. Rappelez-vous, dans un monde où tout le monde crie, le murmure de celui qui sait se taire devient le plus puissant. Le silence n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence de clarté. Et la clarté, dans le chaos moderne, est le super-pouvoir ultime. Point 3. L'art stoïcien de l'attention sélective. Warren Buffett et Bill Gates ont été invités à écrire sur une feuille le secret de leur succès. Indépendamment, ils ont écrit le même mot, focus. Mais voici ce qu'ils n'ont pas dit. Le focus n'est pas ce que vous regardez, c'est ce que vous choisissez d'ignorer. Imaginez 2 jardiniers. Le premier arrose toutes les plantes de son jardin équitablement, les roses, les mauvaises herbes, les plantes mortes. Il s'épuise, son jardin est médiocre. Le second ignore délibérément les plantes qui ne répondent pas. Il concentre toute son eau sur celles qui fleurissent. Son jardin devient spectaculaire. Devinez lequel applique la philosophie stoïcienne. Épictète l'a résumé en une phrase qui a changé ma vie. Il ne suffit pas de dire non aux mauvaises choses. Il faut dire non aux bonnes choses pour dire oui aux excellentes. Traduction moderne, votre attention est votre source. Plus précieuse que votre temps, plus précieuse que votre argent.
Parce que là où va votre attention, va votre vie. Marc Aurèle appliquait ce qu'on appellerait aujourd'hui le principe de Pareto. 20% de vos relations génèrent 80% de votre bonheur. 20% de vos activités créent 80% de vos résultats. 20% de vos pensées causent 80% de votre anxiété. Sa stratégie? Identifier impitoyablement ces 20% négatifs et les affamer d'attention. Pas les combattre, mais les affamer. Parce que ce à quoi vous résistez persiste. Ce que vous ignorez meurt. Sénèque tenait ce qu'il appelait un registre d'ignorance délibérée. Voici comment créer le vôtre, étape 1, l'inventaire énergétique. Listez 10 personnes, activités ou pensées qui occupent votre esprit régulièrement. Notez de moins 10 à plus 10 l'énergie qu'elles vous apportent. Étape 2, la décision brutale. Tout ce qui obtient un score en dessous de plus 5 va sur la liste noire. Pas moins de temps, peut-être plus tard, mais ignorance totale. Étape 3, le réinvestissement. L'énergie libérée est réinvestie dans vos plus 8, plus 9 et plus 10. Regardez-les exploser. Savez-vous pourquoi la plupart des gens échouent à appliquer ce principe? La culpabilité. Mais c'est ma famille? Mais j'ai promis? Mais que vont penser les gens? Les stoïciens ont une réponse brutale. Préférez-vous être aimé ou être efficace? Être gentil ou être excellent? Vous ne pouvez pas sauver tout le monde, mais vous pouvez vous sauver vous-même. Voici le secret que peu comprennent. Ignorer n'est pas de la négligence, c'est de la stratégie. Steve Jobs a dit « Je suis aussi fier des produits que nous n'avons pas créés. Chaque non à une distraction est un oui à votre mission. Chaque personne toxique que vous ignorez libère de l'espace pour quelqu'un d'extraordinaire. Chaque pensée négative que vous refusez d'arroser permet à une pensée constructive de fleurir. » Exercice pour aujourd'hui, identifiez une chose dans votre vie qui draine votre énergie, mais à laquelle vous donnez encore de l'attention. Peut-être ce groupe WhatsApp qui vous irrite, cette personne qui ne vous rappelle que pour se plaindre ou cette habitude de vérifier les actualités toutes les heures, aujourd'hui coupée, complètement. Pas d'explication, pas de justification, pas de grand discours, juste l'ignorance stratégique. Quand vous maîtrisez l'art de l'ignorance sélective, votre productivité triple sans effort supplémentaire. Votre niveau de stress chute drastiquement. Vos relations restantes deviennent plus profondes. Votre clarté mentale atteint des sommets. Pourquoi? Parce que vous avez cessé d'arroser les mauvaises herbes. Attention, ignorer stratégiquement n'est pas fuir ses responsabilités. Si vous avez des enfants, vous ne les ignorez pas. Si vous avez des dettes, vous ne les ignorez pas. Si vous avez des problèmes de santé, vous ne les ignorez pas. L'ignorance stoïcienne concerne ce qui est hors de votre contrôle ou ce qui ne mérite pas votre énergie précieuse. Retenez ceci, votre jardin mental a une quantité d'eau limitée. Chaque goutte que vous donnez à une plante morte est une goutte volée à une plante qui pourrait fleurir. Choisissez, maintenant, avant que votre jardin ne devienne une jungle. Point 4. La forteresse mentale. Maîtrisez vos tempêtes intérieures. Un samouraï japonais demande à un maître zen « Qu'est-ce que l'enfer ?» Le maître répond « Tu es trop stupide pour comprendre. » Furieux, le samouraï saisit son épée. Le maître sourit « Ça, c'est l'enfer. » Le samouraï comprend, rengaine son arme et s'incline. Et ça, dit le maître, c'est le paradis. Votre cerveau émotionnel réagit 500 millisecondes avant votre cerveau émotionnel. Une demi-seconde où vous n'êtes pas vous, où vous êtes votre ancêtre des cavernes face au tigre. Les stoïciens ne connaissaient pas les neurosciences, mais ils avaient découvert le hack, créer un espace entre l'émotion et l'action. Marc Aurèle parlait de la citadelle intérieure, un lieu en vous que rien ne peut atteindre. Pas vos émotions, pas les insultes, pas les échecs, pas même la mort. Cette citadelle n'est pas un lieu de fuite, c'est un poste d'observation, d'où vous regardez vos émotions comme un scientifique observe une expérience. Voici exactement comment les stoïciens transformaient la rage en sagesse. Je sens de la colère monter, pas je suis en colère. Vous n'êtes pas l'émotion, vous l'observez. 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'inspiration. Votre rythme cardiaque chute, votre néocortex reprend le contrôle. Cette personne qui m'insulte lutte avec ses propres démons. Ce rejet me dirige vers quelque chose de meilleur. Cette douleur est temporaire, ma réponse définira qui je deviens. Maintenant seulement vous décidez, parler ou partir, agir ou attendre. Mais c'est vous qui décidez, pas votre amygdale. Marc Aurèle pratiquait ce qu'il appelait la vue de l'aigle. Quand une émotion vous submerge, imaginez-vous vous élever, d'abord au-dessus de la pièce, puis au-dessus du bâtiment, de la ville, du pays, de la planète. De là-haut, votre problème devient quoi? Un point invisible sur une boule bleue flottant dans l'infini. Redescendez. L'émotion est toujours là, mais sa taille? Ridiculement petite, Sénèque avait une règle. Jamais de décision importante dans les 24 heures suivant une forte émotion.
Pourquoi 24 heures? C'est le temps qu'il faut à votre cocktail hormonal. Cortisol, adrénaline, pour revenir à la normale. Une décision prise sous émotion est une décision de votre cerveau reptilien. Une décision prise après réflexion est la décision de votre meilleur vous. Voici ce que personne ne comprend. Les stoïciens ne supprisent après eau. Comme un surfeur ne combat pas la vague, il la chevauche. Ressentir profondément n'est pas une faiblesse, c'est humain. Être contrôlé par ses ressentis, ça, c'est de l'esclavage. La prochaine fois qu'une émotion forte vous frappe, mettez votre main sur votre cœur. Dites « intéressant ». Je ressens, nommez l'émotion. Demandez « quelle histoire mon cerveau est-il en train d'inventer ?» Puis « que ferait la meilleure version de moi-même ?» Cette simple séquence court-circuite le piratage émotionnel. Les études montrent que ceux qui pratiquent cette discipline émotionnelle prennent 73% de meilleures décisions sous pression. Ils ont 60% moins de regrets. Ils maintiennent leur relation 3 fois plus longtemps. Et ils réussissent 2 fois plus souvent leurs négociations. Pourquoi? Parce qu'ils répondent, ils ne réagissent pas. Attention, maîtriser ses émotions ne signifie pas devenir un robot. Les stoïciens pleuraient. Marc Aurèle a pleuré 8 de ses 13 enfants morts. Il ressentait profondément. La différence? Il ne laissait pas la douleur devenir souffrance. La douleur est inévitable. La souffrance est un choix. Souvenez-vous, entre le stimulus est un choix. Dans cet espace réside votre liberté. Dans votre liberté réside votre pouvoir. Dans votre pouvoir réside votre destinée. La tempête viendra. La question est, serez-vous le bateau ou le capitaine? Point 5. L'alchimie du rejet. Transformer le nom en carburant en 1962. 4 maisons d'édition rejettent un manuscrit jugé impubliable. L'auteur? J.K. Rowling. Le livre. Harry Potter. Valeur de la différence entre elle et les milliers d'auteurs rejetés. Elle comprenait ce que les stoïciens savaient. Le rejet n'est pas un verdict, c'est une donnée. Voici les statistiques que personne ne vous montre. Spielberg a été rejeté 3 fois par l'école de cinéma. Michael Jordan a été viré de son équipe de basketball au lycée. Les Beatles ont été rejetés par Decca Records avec ce commentaire. Les groupes de guitare, c'est fini. Le succès n'est pas l'absence de rejet, c'est l'accumulation de rejets transformés. Épictète, né esclave, a formulé l'équation qui change tout. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous affecte, mais votre jugement sur ce qui vous arrive. Traduction, le rejet est neutre. C'est votre interprétation qui le rend toxique ou transformateur. Quelqu'un dit non, fait objectif. Vous pensez, je ne vaux rien. Histoire que vous inventez. Vous imaginez, prochaine opportunité, histoire alternative. Même événement, résultat opposé. Votre choix. Marc Aurèle utilisait ce qu'il appelait l'exercice de l'obstacle. Phase 1, l'acceptation brute pendant 10 secondes. J'ai été rejeté. Point. Pas de mais, pas de si seulement. Acceptation totale de la réalité. Phase 2, l'extraction de données pendant 30 secondes. Qu'est-ce que ce rejet m'apprend? Quelles compétences dois-je développer? Quel ajustement faire? Pas de jugement, pure analyse. Phase 3, la redirection d'énergie, action immédiate. L'énergie de la frustration est canalisée vers l'amélioration. La colère est transformée en détermination. La tristesse est convertie en créativité. Sénèque pratiquait ce qu'il appelait l'inoculation au rejet. Chaque mois, il se fixait un objectif, collecter 30 rejets, demander des choses impossibles, proposer des idées folles, tenter l'inatteignable. Résultat paradoxal, plus il cherchait le rejet, plus il obtenait de oui inattendus. Pourquoi? Le rejet perd son pouvoir quand vous le recherchez activement. Savez-vous pourquoi le rejet fait si mal? Pendant 2000 ans d'évolution, le rejet tribal signifiait la mort. Votre cerveau panique encore comme si un non était un tigre à dents de sabre. Mais nous ne sommes plus dans la sabre. Un non aujourd'hui, c'est juste une vibration sonore, des molécules d'air qui bougent. Le reste, c'est votre cerveau préhistorique qui dramatise. Perspective révolutionnaire, chaque rejet est un panneau indicateur qui dit « pas par ici ». Pas tu es nul, pas abandonne, juste essaie une autre route. Plus vous collectez de pas par ici, plus vous vous rapprochez du c'est par là, c'est de la triangulation existentielle. Exercice pour cette semaine, le journal de rejet. Chaque soir, écrivez un rejet ou un échec de la journée, même minime. Notez une leçon extraite. Notez une action pour demain basée sur cette leçon. Regardez ce journal dans 30 jours. Vous ne verrez pas des échecs, vous verrez une carte au trésor. Quand vous maîtrisez l'alchimie du rejet, votre confiance devient indestructible, car elle n'est plus liée au résultat.
Votre créativité explose, avec plus lié au résultat. Votre résilience devient légendaire, chaque non vous renforce. Votre succès devient inévitable, question de probabilité. Voici le secret que peu comprennent. Ceux qui réussissent le plus ne sont pas ceux qui évitent le rejet, mais ceux qui le collectionnent le plus rapidement. Chaque non vous rapproche statistiquement d'un oui. Chaque porte fermée augmente la probabilité que la prochaine s'ouvre. Retenez ceci, le rejet n'est pas un mur. C'est un filtre. Il sépare ceux qui abandonnent de ceux qui persistent. Il sépare les amateurs des professionnels. Il révèle qui vous êtes vraiment. Et si vous êtes encore là après 100 rejets, vous êtes inarrêtable. Point 6. Le pouvoir du service. Quand Donner devient à recevoir, Viktor Frankl a découvert le secret de la survie mentale dans les camps nazis. Ce n'était pas l'espoir. Ce n'était pas la force. C'était ceci, aider un autre prisonnier, chaque jour. Ceux qui se concentraient sur leur propre survie mouraient. Ceux qui aidaient les autres survivaient. Le service n'est pas de la charité, c'est de la stratégie pure. Voici ce que notre culture individualiste ne vous dira jamais. Votre valeur sociale n'augmente pas quand vous prenez, elle explose quand vous donnez. Les stoïciens l'appelaient « sympathie », l'interconnexion universelle. Blesser une partie, le tout souffre. Élever une partie, le tout souffre. Que l'enfer se leur sauverait, l'homme le plus puissant de Rome commençait chaque journée par cette question. Comment puis-je servir Rome aujourd'hui? Pas qu'est-ce que Rome peut faire pour moi, pas comment puis-je obtenir plus de pouvoir, mais servir. Résultat, il est le seul empereur romain dont on étudie encore la philosophie 2000 ans plus tard. Équation simple mais révolutionnaire, valeur apportée multipliée par le nombre de personnes impactées égale capital social. Traduisons, aider une personne de manière transformatrice, cela vaut 100 points. Aider 100 personnes marginalement, cela vaut aussi 100 points. Mais voici le multiplicateur secret, la profondeur crée l'effet réseau. Cette personne que vous allez profondément aider parlera de vous à 10 autres. Ces 10 en parleront à 10 autres. Soudain, votre acte de service devient votre meilleure stratégie de croissance. Sénèque pratiquait ce qu'il appelait l'enseignement pour apprendre. Chaque semaine, il enseignait gratuitement la philosophie. Pas par charité, mais par intelligence. Enseignez force à clarifier votre pensée, confronter vos lacunes, développer votre expertise, créer un réseau de disciples. Stratégie moderne, choisissez une compétence que vous maîtrisez. Trouvez quelqu'un qui galère. Offrez-lui 30 minutes par semaine. Regardez votre expertise et votre-lui 30 minutes par semaine. Regardez votre pensée. Révélation brutale, les gens ne vous rejettent pas, ils rejettent leur perception de votre valeur. Quand vous servez, vous court-circuitez ce système. Vous ne demandez plus la permission d'avoir de la valeur. Vous la créez directement, indéniablement. Impossible de rejeter quelqu'un qui vient de résoudre votre problème. Voici exactement comment transformer le rejet en élévation sociale. Étape 1. L'identification. Dans les 24 vous, identifiez une personne qui traverse la même galère. Étape 2. Le don de valeur. Dans les 48 heures, partagez ce que vous avez appris, vos erreurs, vos solutions, gratuitement, sans attente. Étape 3. La multiplication. En une semaine, trouvez 2 autres personnes. Répétez. Soudain, vous n'êtes plus le rejeté, vous êtes le mentor. Quand vous servez stratégiquement, semaine 1, vous aidez 3 personnes. Mois 1, 10 personnes savent qui vous aidez 3 personnes. Mois 1, 10 personnes savent les coins. Mois 3, on vous recommande pour des opportunités. Mois 6, vous avez plus d'opportunités que de temps. Pourquoi? La loi de réciprocité, câblée dans notre ADN depuis 200 000 ans. Attention, servir n'est pas se sacrifier. Ne donnez pas votre temps à ceux qui le gaspillent. Ne donnez pas votre énergie aux vampires émotionnels. Ne donnez pas vos perles aux cochons, comme disait Marc Aurèle. Servez ceux qui peuvent utiliser votre aide, pas ceux qui peuvent utiliser votre aide. Voici ce que personne n'admet. Le service authentique est égoïste. Et c'est parfait ainsi. Vous aidez les autres pour devenir meilleurs, pour créer votre réseau, pour construire votre réputation. Et devinez quoi? Ça marche mieux que la manipulation. Parce que c'est aligné avec notre programmation sociale. Action immédiate. Envoyez ce message à quelqu'un. J'ai remarqué que tu galères avec un problème. J'ai traversé ça. Voici 3 choses qui m'ont aidé. Pas besoin de répondre, juste au cas où ça aide. Pas de pitch, pas d'agenda caché, juste de la valeur. Observez ce qui se passe dans les 7 prochains jours. Retenez ceci. Dans une économie de l'attention où tout le monde crie « Regardez-moi », celui qui dit « Comment puis-je vous aider » devient roi. Le rejet vous ferme des portes, le service vous fait passer par les fenêtres. Et les fenêtres mènent souvent à de meilleures pièces. Point 7.
La visibilité stratégique, l'art de disparaître pour mieux régner les Navy Seals ont un dicton. L'opérateur le plus dangereux est celui que personne ne remarque. Marcus Aurelius dirigeait l'Empire romain avec le même principe. Pendant que les autres empereurs paradaient, il écrivait seul dans sa tente. La visibilité n'est pas de la faiblesse, c'est le pouvoir ultime. Nous vivons dans l'ère du regardez-moi. 10 stories Instagram par jour. Marcus Aurelius. Bruit constant pour prouver qu'on existe. Pendant ce temps, ceux qui changent vraiment le monde, vous ne connaissez même pas leur nom. Épictète enseignait, si tu veux être quelqu'un, commence par n'être personne. Traduction moderne, pendant que les autres construisent leur image, construisez votre œuvre. La réputation suit le travail profond. Jamais l'inverse. Les stoïciens pratiquaient l'obscurité volontaire, phase 20, la disparition 0, poste sur les réseaux minimum de sortie sociale, focus total sur une compétence phase 2, le travail profond 6 mois 4 heures par jour sur votre craft, 0 distraction. Progression mesurable quotidienne. Phase 3, l'émergence 1 semaine, vous réapparaissez, transformé. Les gens, où étais-tu? Vous, je travaillais. Boum. Réapparaissez 300. Ressent 30 secondes. 2. L'exercice de l'homme gris, 30 secondes. Technique utilisée par les espions et adoptée par les stoïciens. Pour une journée, devenez invisible. Habillez-vous de façon neutre, ne donnez aucune opinion non sollicitée. Observez tout, ne commentez rien. Mais en écoutez 90%, par les 10% découvertes garanties, vous apprendrez plus en une journée d'invisibilité qu'en un mois de bavardage. Les gens révèlent leurs secrets à ceux qui ne menacent pas leur ego. Équation critique, énergie dépensée à être vue, énergie dépensée à créer, taux d'échec. Plus vous cherchez l'attention, moins vous créez de valeur. Moins vous créez de valeur, moins vous méritez l'attention. Spirale mortelle, solution, inversez l'équation, disparaissez. Créez, laissez l'œuvre vous trouver. Fait psychologique, le cerveau humain surévalue ce qu'il ne comprend pas complètement. La personne qui parle le moins dans la réunion. Perçu comme la plus intelligente. L'artiste qui refuse les interviews devient culte. L'entrepreneur discret attire les meilleurs investisseurs. Votre absence stratégique crée plus de présence que votre omniprésence. Quand vous maîtrisez l'invisibilité stratégique, liberté mentale, zéro anxiété sur les likes, commentaires, validation focus laser 100% de votre énergie sur ce qui compte vraiment, respect authentique. Les gens vous respectent pour votre travail, pas votre image. Pouvoir de négociation. Celui qui a le moins besoin d'attention a le plus de levrage, paix profonde. Vous n'existez plus pour les autres. Vous existez pour votre mission. Attention, idonie de Sion, ne confondez pas stratégie et misanthropie. L'invisibilité est temporaire et tactique. C'est disparaître pour mieux réapparaître, comme un boxeur qui recule pour mieux frapper. Challenge de 7 jours, aucun post sur les réseaux. Aucune photo de vous. Aucune opinion publique juste, création. Documentez vos progrès en privé. Au jour 7, comparez votre productivité. Préparez-vous au choc. Les stoïciens savaient ce que les algorithmes confirment. Soyez l'éclipse, pas l'ampoule. L'ampoule est toujours là, personne ne la remarque. L'éclipse apparaît rarement, tout le monde la regarde. Souvenez-vous, dans un monde où tout le monde crie, le silence devient tonnerre. Dans un océan de présence, l'absence devient présence. Dans le chaos de la visibilité, l'invisible devient invincible. Disparaissez. Travaillez. Revenez différent. Point 8. La validation intérieure, devenir son propre oracle, la quête de validation externe n'est pas juste épuisante, elle est littéralement mortelle. Voici ce que personne n'ose dire, chaque like que vous cherchez est une microdose de cocaïne pour votre cerveau. Même circuit de récompense, même addiction, même crash. Vous êtes devenu un junkie de la validation. Et votre dealer? L'opinion des autres. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde, écrivait chaque matin « Combien de troubles tu t'épargnes si tu ne regardes pas ce que ton voisin dit, fait ou pense ?» Il avait des légions pour le valider. Il choisissait de se valider lui-même. Pourquoi? Il savait que l'opinion externe est du sable. L'opinion interne est du granit. Les stoïciens pratiquaient l'auto-jugement souverain. Le juge, vous chaque soir, vous êtes le seul jugement souverain. Et trappeur. Les critères, les vôtres pas, ceux de la société, pas ceux de vos parents, les vôtres. Le verdict, honnête, ai-je agi selon mes valeurs? Ai-je progressé vers mes objectifs? Ai-je été la personne que je veux être? Si oui, validation accordée. Sinon, ajustement de main. Aucun jury externe nécessaire.
Sénèque avait un rituel quotidien. Chaque matin, il se regardait dans le miroir et disait « Tu es suffisant ». Dans la forte de Bouwar, de la forte Polora, maintenant, pas tu seras suffisant quand, pas tu es suffisant si, suffisant, point. Essayez pendant 7 jours. Votre cerveau va résister, c'est normal. Il est programmé pour chercher la validation tribale depuis 200 000 ans. Continuez. Au jour 7, quelque chose bascule. Calcul simple, nombre de personnes dont l'opinion compte vraiment pour votre survie, 0 nombre de personnes dont vous cherchez l'approbation, 100 plus rajout au nombre de personnes, Tidesouir. Nouvelle équation, validation interne à action alignée, succès inévitable, validation externe, action dispersée, épuisement garanti, ironie cosmique, plus vous cherchez l'approbation, moins vous l'obtenez. Plus vous vous en fichez, plus elle arrive. Pourquoi la confiance authentique est magnétique? Le besoin est repoussant. Les gens sentent votre dépendance à 10 mètres. Ils fuient. Ils sentent votre autonomie à 100 mètres. Ils approchent, ils agissent. Programme de sevrage en 3 phases. Phase 1, conscience, 1 semaine. Comptez combien de fois par jour vous cherchez la validation. Chaque regard pour voir les likes, chaque question qu'est-ce que tu en penses. Le chiffre va vous choquer. Phase 2, réduction 2 semaines divisé par 2 chaque jour. Remplacez chaque demande de validation par une auto-évaluation. Phase 3, autonomie à vie. Validation externe, bonus agréable. Validation, y a sens. Quand vous maîtrisez la validation interne, niveau de stress, 70% productivité, plus de 100% authenticité, maximum relation, profonde, pas nombreuses décisions, 10 fois plus rapide regrette, quasi inexistant attention, validation interne ne signifie pas arrogance. C'est reconnaître vos forces, vos faiblesses. C'est être votre meilleur ami, votre critique le plus honnête. C'est l'équilibre, pas l'aveuglement. Ce soir, écrivez 3 choses. 1. Une action dont vous êtes fier aujourd'hui, même minime. 2. Une qualité que vous avez démontrée. 3. Un progrès que vous seul pouvez voir, puis dites-vous, c'est suffisant. Je suis suffisant. Pas besoin de le poster. Pas besoin de le partager. C'est entre vous et vous. Écoutez bien, vous passez 24 heures par jour avec vous-même. Si vous ne vous validez pas, qui le fera? L'approbation des autres est du vent. L'approbation des autres est du vent. Point 9. La bienveillance blindée, l'art d'aimer sans se perdre. Le Dalai Lama a été chassé de son pays, sa famille massacrée, son peuple opprimé. Sa réponse: je pratique la compassion pour mes ennemis chaque matin, mais je n'oublie jamais qu'ils sont mes ennemis. Voilà le secret, la bienveillance sans naïveté. L'amour avec armure, on vous a menti. Donne tout ton cœur, l'amour inconditionnel. Pas de limite dans l'amitié. Les vampires émotionnels ont fait de vous un buffet à volonté. Marc Aurèle avait une formule révolutionnaire: aime l'humanité, méfie-toi des humains. Il donnait sa bienveillance à tous. Sa confiance à 3 personnes maximum. Il aidait sans attendre. Il gardait ses distances en permanence. Contradiction? Non. Stratégie de survie émotionnelle. Les stoïciens divisaient leurs relations en cercles. Cercle 1. Le noyau ou 3-5 personnes, accès total. Le noyau ou 3-5 personnes, accès total. Vulnérabilité complète. Investissement maximum. Cercle 2, les alliés 10-15 personnes, soutien mutuel, confiance mesurée, échange équilibré. Cercle 3, les connaissances tous les autres, politesse, bienveillance, distance émotionnelle. La règle d'or, jamais de promotion sans mérite prouvé sur 2 ans minimum. Sénèque pratiquait la régulation thermique relationnelle, imaginez un thermostat interne, personne toxique détectée. Température à 10 degrés, polymée glaciale, personne de valeur, 30 degrés. Chaleur mesurée, cercle intime uniquement, 37 degrés. Température humaine complète, vous contrôlez la température, pas eux. Si quelqu'un prend sans donner, investissement 0, donne autant qu'il reçoit, investissement modéré, donne plus qu'il ne prend, investissement maximal brutal, non. Intelligent. Technique infaillible pour identifier les vampires, disparaissez 48 heures, aucun contact. Ceux qui vous contactent pour savoir si vous allez bien, gardez se plaindre de votre absence. Observez ne remarque même pas, éliminez, vous demandez un service, bloquez simple. Efficace. Révélateur. Voici comment être bon sans être con. Règle 1, aider mais avec limite, je peux t'aider 30 minutes, pas plus. Règle 2, donnez des outils, pas des solutions, apprenez-leur à pêcher. Ne leur donnez pas le poisson. Première fois, accident. Deuxième,
Votre temps et énergie ont un prix. Pas forcément monétaire, mais un prix. Découverte contre-intuitive, plus vous êtes sélectif avec votre énergie, plus les gens la valorisent. Plus vous la donnez facilement, plus ils la gaspillent. La rareté crée le respect. L'abondance crée l'abus. Vampires émotionnels détectés si chaque conversation tourne autour de leurs problèmes. Ils disparaissent quand vous avez besoin d'aide. Votre énergie chute après chaque interaction. Ils minimisent vos succès. Ils maximisent vos échecs, actions à entreprendre, coupure immédiate. Pas d'explication, disparition pure et simple. Retenez ceci, votre cœur n'est pas un robinet ouvert, c'est un coffre-fort. Donnez la combinaison à peu. Très peu. Les autres, ils peuvent admirer la porte. Point 10. La vulnérabilité stratégique. Choisir qui mérite de voir vos cicatrices. La culture moderne nous martèle. Sois vulnérable. Partage tout. L'authenticité totale. Vous savez ce qui arrive quand vous partagez vos faiblesses avec les mauvaises personnes. Elles deviennent des armes contre vous. Vos confessions deviennent leurs munitions. Votre vulnérabilité devient votre talon d'Achille. Marc Aurèle dirigeait un empire en guerre. Il écrivait ses peurs, ses courdes. Pas en public. Sénèque conseillait les puissants. Il partageait ses doutes avec un ami. Un seul. Épictète enseignait à des milliers. Il révélait ses luttes à une poignée. Il comprenait, la vulnérabilité est comme le feu. Maîtrisée, elle réchauffe. Débridée, elle brûle tout. Imaginez votre vie émotionnelle comme une banque avec différents niveaux de sécurité. Coffre 1, public, ce que tout le monde voit. Votre professionnalisme. Votre professionnalisme, que du fonctionnel. Coffre 2, cercle élargi, collègues, connaissances, quelques défis généraux. Jamais de détails intimes. C'est une période intense suffit. Coffre 3, cercle de confiance, 5-10 personnes max, vos vraies batailles, mais avec du recul. Partagez après la tempête, pas pendant. Accès total. Mais ces personnes ont prouvé pendant des années qu'elles méritent cette confiance. Avant de vous ouvrir à quelqu'un, posez-vous ces questions. 1. Cette personne a-t-elle gardé mes secrets précédents? 2. M'a-t-elle soutenu dans mes moments difficiles? 3. Ses conseils m'ont-ils déjà vraiment aidé? 4. Est-ce qu'elle partage aussi ses vulnérabilités avec moi? Si c'est non à une seule question, coffre-fort verrouillé. Les gens gagnent l'accès à votre vulnérabilité. Ils ne l'exigent pas. Règle d'or des stoïciens modernes, ne partagez boutot. Émotion brute aujourd'hui? Silence. Après une semaine, peut-être avec une personne. Après un mois, vous avez le recul pour choisir. Pourquoi? À chaud, vous cherchez du réconfort. À froid, vous cherchez de la croissance. L'un vous affaiblit, l'autre vous renforce. Voici ce que peu comprennent. Montrer sa vulnérabilité au bon moment, aux bonnes personnes, c'est de la force. La cacher quand c'est dangereux, c'est de la sagesse. Un général ne montre pas ses plans à l'ennemi. Un navigateur ne révèle pas ses faiblesses dans la tempête. Un leader ne partage pas ses doutes pendant la crise. Timing, contexte, audience. Tout est là. Quand vous maîtrisez cet art, protection émotionnelle, vos blessures ne deviennent jamais des armes contre vous. Relation profonde. Ceux qui accèdent à votre vulnérabilité la valorisent infiniment. Respect accru. Les gens admirent quelqu'un qui sait quand s'ouvrir et quand rester fort, guérison accélérée. Partager avec les bonnes personnes multiplie la guérison. Leadership naturel, vous inspirez en montrant qu'on peut être fort. Idia, toujours à, ce n'est pas devenir un robot émotionnel. C'est être un gardien intelligent de votre monde intérieur. Vous ressentez tout, vous traitez tout. Mais vous ne montrez pas tout à tout le monde. Cette semaine, pratiquez la règle des 3 filtres. Avant de partager une vulnérabilité, demandez-vous 1. Est-ce le bon moment? Pas en crise 2. Est-ce la bonne personne? Approuvez sa fiabilité 3. Est-ce pour la bonne raison? Croissance, pas pitié si un seul non. Gardez pour vous, les stoïciens savaient quelque chose que notre époque a oublié. Votre vulnérabilité est votre trésor le plus précieux. Ne la jetez pas au cochon, comme disait Marc Aurèle. Offrez-la comme un diamant, rarement, précieusement, stratégiquement. Souvenez-vous, dans un monde où tout le monde déballe tout, celui qui choisit ce qu'il révèle devient roi. Votre vulnérabilité n'est pas une faiblesse à exposer. C'est une force à déployer. Avec intelligence. Avec intelligence. Presample, point 11, le code secret des empereurs, la vérité qui rend tout le reste obsolète. Il existe un document que Marc Aurèle gardait sur lui en permanence, même au combat. Même mourant, ce n'était pas un plan de bataille, pas une carte au trésor. C'était quelque chose de bien plus puissant. C'était la formule pour ne jamais perdre, même quand on perd tout. Pendant 2000 ans, cette vérité a été mal comprise, déformée.
enterré sous des couches de philosophie académique. On vous a fait croire que le stoïcisme, c'était supprimer ses émotions, devenir froid, insensible, mensonge total. Le vrai stoïcisme, c'est devenir invincible de l'intérieur. Et ça commence par comprendre une équation que 99% des gens ont à l'envers. Voici comment la plupart des gens fonctionnent. Accomplissement, validation, estime de soi. Bonheur, laissez-moi vous raconter le jour où j'ai compris. J'avais tout ce que la société dit qu'il faut avoir. La voiture, le titre de dos, crée, dement, les followers. Et j'étais vide, creux comme une coquille d'œuf. Puis j'ai lu cette phrase de Marc Aurèle. Tout ce qui vient de l'extérieur est du fumier. Du fumier. L'empereur de Rome appelait ses propres richesses du fumier, parce qu'il savait quelque chose. La vraie richesse ne se compte pas, elle se construit, à l'intérieur. Les stoïciens avaient découvert ce qu'ils appelaient l'autarkeia, l'autosuffisance totale, pas financière, émotionnelle. Créant, imaginez ça, vous perdez votre job, votre valeur reste intacte. On vous critique, votre estime ne bouge pas. Tout s'effondre, vous restez debout. Pourquoi ? Parce que votre valeur ne dépend pas de ce que vous avez, elle dépend de qui vous choisissez d'être, chaque jour, chaque heure, chaque seconde. Marc Aurèle visualisait ceci chaque matin, une tour, au centre de vous-même. Les vents peuvent souffler, elles ne bougent pas. Les tremblements peuvent souffler, elles ne bougent pas. Les armées peuvent attaquer, elles demeurent. Cette tour, c'est votre caractère, votre intégrité, vos valeurs. Tout le reste, décoration, optionnel, temporaire. Pratiquez chaque matin avant de vérifier votre téléphone, demandez-vous, ma tour est-elle solide aujourd'hui? Vous savez pourquoi les gens fuient cette vérité? Parce qu'elle implique une responsabilité terrifiante. Si votre valeur vient de l'intérieur, vous ne pouvez blâmer personne si votre valeur vient de le fond. Pas la société, pas les circonstances, c'est vous. Juste vous. Et c'est exactement là que réside votre pouvoir. Voici comment recabler votre cerveau en 30 jours. Semaine 1, l'inventaire noté chaque fois que vous cherchez la validation externe. Le chiffre va vous terrifier, c'est normal. Semaine 2, le remplacement chaque recherche de validation, une action alignée avec vos valeurs. Au lieu de vérifiez les likes, vos valeurs. Semaine 3, la construction, définissez 3 valeurs non négociables. Chaque décision passe par ce filtre. Semaine 4, l'indépendance, vous remarquez quelque chose d'étrange. L'opinion des autres vous indiffère. Les études sur les pratiquants du stoïcisme montrent 67% moins d'anxiété, 3 fois plus de résilience face aux crises. 49% se disent profondément satisfaits de leur vie. Pas heureux. Satisfaits. La différence. L'opinion de ce chemin n'est pas pour tout le monde. Si vous préférez le confort du blâme à la douleur de la responsabilité, si vous préférez l'illusion du contrôle externe à la réalité du pouvoir interne, restez où vous êtes, c'est plus facile. Mais si vous êtes prêt, si vous en avez marre de mendier votre valeur aux autres, si vous voulez une estime de soi que personne ne peut vous enlever, alors bienvenue dans le club le plus exclusif de l'histoire. Bienvenue dans le club le plus exclusif de ces pressins, celui de ceux qui n'ont besoin de personne pour savoir qu'ils valent quelque chose. Le secret ancestral, le voici, nu et brutal, votre valeur n'est pas à prouver. Elle est à choisir. Chaque matin, vous vous levez, vous choisissez, et ce choix, personne ne peut vous l'enlever. Jamais. Point 12. L'ultimatum à vous-même, arrêtez de négocier votre valeur. Chaque fois que vous acceptez moins que ce que vous valez, vous signez un contrat avec la médiocrité. Et le pire, vous renouvelez ce contrat. Chaque jour, automatiquement. Il est temps de déchirer ce contrat. Maintenant, regardez votre vie. Vraiment, sans filtre. Ce salaire qui ne reflète pas vos compétences. Cette relation où vous donnez tout et recevez des miettes. Ces amis qui disparaissent quand vous avez besoin d'eux. Vous savez pourquoi c'est là? Parce que vous l'avez accepté. Encore. Et encore. Marc Aurèle régnait sur 50 millions de personnes. Il aurait pu avoir n'importe quoi. N'importe qui. Son principe? Je préfère mourir debout que vivre à genoux. Il ne parlait pas de guerre. Il parlait de dignité, de refuser de marchander sa valeur, même pour un empire. Si l'homme le plus puissant du monde refusait de négocier sa valeur, quelle est votre excuse? Je vais être honnête. J'ai passé des années à accepter les restes. Le job qui me sous-payait, parce que c'est la crise. Les relations où j'étais l'option. Même pour un empire. Les projets où mon nom disparaissait au générique. Un jour, j'ai compris, j'étais devenu complice de ma propre dévaluation. J'ai commencé à dire non. Beaucoup ont disparu. Mais ceux qui sont restés, ils ont commencé à me traiter différemment. Parce que je me traitais différemment.
Les stoïciens avaient une pratique, définir leur prétium, leur prix non négociable. Voici comment établir le vôtre. Étape 1, l'audit brutal, listez 5 domaines où vous acceptez moins salaire, respect, temps, énergie, amour. Étape 2, le prix réel. Pour chaque domaine, écrivez ce que vous valez vraiment, pas ce qu'on vous donne, ce que vous valez. Étape 3, l'ultimatum, donnez-vous 30 jours pour aligner la réalité sur votre valeur. Renégociez, partez ou transformez. Pas d'excuses, pas de demi. Chaque matin, regardez-vous dans le miroir et posez cette question. Est-ce que la personne que je vois accepterait ce que j'accepte? Si la réponse est non, vous avez 2 choix. 1, changer ce que vous acceptez. 2, changer qui vous êtes. Les 2 demandent du courage. Mais rester le même, c'est de la lâcheté. Fait fascinant. Dans toute transaction, celui qui est prêt à partir a le pouvoir. Vous restez dans ce job minable, vous n'avez aucun pouvoir. Vous restez dans cette relation toxique, 0 levrage. Vous acceptez ces conditions, vous êtes l'esclave. Le pouvoir vient quand vous êtes prêt à dire « non merci, je vaux mieux » et partir. Vraiment. Vous acceptez moins que votre valeur si vous justifiez constamment pourquoi c'est pas si mal. Vous espérez que ça va s'améliorer avec le temps. Vous avez peur de demander ce que vous voulez. Vous vous excusez d'exister. Vous dites « je ne mérite pas mieux ». Un seul de ces signaux, alarme rouge, action immédiate requise. Voici le secret que peu comprennent. Plus vous refusez ce qui ne vous convient pas, plus ce qui vous convient arrive. C'est mathématique. Vous libérez de l'espace. La nature a horreur du vide, mais elle le remplit selon vos standards. Standards bas, remplissage médiocre. Standards élevés, remplissage exceptionnel. Attention, quand vous commencez à exiger votre valeur, préparez-vous à descente, choquer votre entourage, qui profitait de vous. Faire face à la solitude temporaire, avant l'abondance, c'est le prix, il est élevé. Mais le coût de rester petit, infiniment plus cher. Action immédiate, non négociable. Identifiez une chose que vous acceptez et qui vous diminue. Envoyez ce message, j'ai réfléchi. Les termes actuels ne me conviennent plus. Voici ce dont j'ai besoin, à vos termes. J'attends votre réponse, puis attendez. En silence des ans, voyez m'aider l'approcher. Dans 30 jours, si vous appliquez ceci, votre entourage sera différent, meilleur ou absent. Votre estime de soi sera inébranlable. Vos conditions de vie seront améliorées. Votre énergie sera décuplée. Pourquoi? Parce que rien n'épuise plus que de vivre en dessous de sa valeur. Écoutez bien, parce que c'est la dernière fois que quelqu'un vous le dira gentiment, vous acceptez ce que vous pensez mériter. Si votre vie est médiocre, ce n'est pas le monde qui vous le dira gentiment. Changez ça, aujourd'hui, ou restez où vous êtes pour toujours. Point 13. 16 heures de minimiser ses accomplissements. Il devient aisé de minimiser nos propres accomplissements dans un monde où le succès se mesure souvent par des éléments tangibles et visibles. Combien de fois avez-vous ressenti que ce que vous aviez accompli n'était pas si important ou que n'importe qui aurait pu le réaliser? Cette façon de penser non seulement diminue l'importance de nos efforts, mais elle occulte également la signification véritable d'un accomplissement important. Les enseignements stoïciens nous offrent une perspective renouvelée sur ce sujet et nous rappellent l'importance de valoriser chaque étape de notre parcours. Lorsque nous examinons nos accomplissements à travers le prisme du stoïcisme, nous sommes invités à percevoir bien plus que la simple atteinte d'un objectif. L'accent est mis sur les valeurs et les efforts déployés qui nous ont menés à ce point, non seulement le résultat final, mais également le voyage entrepris pour l'atteindre et le caractère forgé en cours de route. Permettez-moi de vous offrir une perspective particulière. Il y eut des moments dans ma vie où j'atteignais des objectifs qui semblaient initialement impossibles, mais au lieu de savourer ces instants, je les minimisais parce que je pensais qu'ils n'étaient pas suffisamment importants, ou parce que je les comparais au succès d'autrui. Ma perspective fut transformée par une réflexion silencieuse, qui m'aida à réaliser que chaque accomplissement résultait de mes valeurs et de mon réflexe. Cette prise de conscience modifia ma perception de moi-même et de mes réalisations. Comment pouvons-nous donc commencer à valoriser nos accomplissements d'une manière qui reflète notre valeur véritable? Cela débute par la gratitude. Soyez reconnaissant pour chaque pas franchi, chaque problème résolu et chaque leçon apprise. Au lieu de nous concentrer sur ce qui manque ou sur les réalisations d'autrui, réfléchissons à ce qui manque ou sur les actions d'autrui. Il importe également de célébrer nos victoires. Il n'est pas toujours nécessaire d'organiser de grandes festivités pour marquer nos succès. Parfois, un simple moment de reconnaissance ou un instant de réflexion sur le chemin parcouru peut s'avérer extraordinairement puissant. Point 14.
Équilibraire générosité. Envers autrui et soin de soi. Combien de fois avez-vous placé les désirs et besoins d'autrui avant les vôtres, au point d'oublier de vous accorder l'attention que vous méritez? Voici un dilemme commun, qui revêt une signification profonde, touchant au cœur même de notre être. Bien qu'il puisse paraître noble de privilégier autrui, le stoïcisme et de nombreuses autres philosophies de vie nous révèlent une vérité fondamentale. Si nous ne prenons pas soin de nous-mêmes, nous ne pouvons être une force positive dans l'existence d'autrui. Le soin de soi transcende largement une simple gâterie personnelle. C'est un acte de respect envers soi-même et une fondation pour mener une existence épanouie et digne d'être vécue. Considérez une carafe d'eau cristalline. Si nous continuons de verser de cette carafe pour étancher la soif d'autrui sans jamais la remplir à nouveau, elle finira inévitablement par se vider complètement. De manière similaire, nous ne pouvons espérer posséder la force, l'énergie et la présence d'esprit nécessaires pour soutenir notre entourage si nous négligeons notre propre santé physique, mentale et spirituelle. Permettez-moi de partager une réflexion personnelle. Autrefois, je me préoccupais tellement d'aider autrui et d'être présent pour eux que j'oubliais ma propre santé et mon bien-être. Initialement, j'éprouvais une satisfaction et pensais vivre de manière extraordinairement altruiste. Cependant, ce mépris de soi commença à révéler ses effets pernicieux avec le temps. Ma santé se détériora, mon énergie diminua, et je compris que je limitais ces rioras. Mon santé soi-disant, ce fut un réveil brutal mais nécessaire. Comment pouvons-nous donc prendre soin de nous-mêmes tout en aidant autrui simultanément? Tout d'abord, il importe de comprendre que prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est indispensable. Établir des limites saines constitue une première étape cruciale. Cela ne signifie pas exclure autrui, mais être vigilant à ne pas se perdre en aidant les autres. Interrogez-vous régulièrement, est-ce que je prends soin de moi-même autant que je prends soin d'autrui? Cette question simple peut servir de rappel puissant pour rééquilibrer nos priorités. P.O.N.T. Mark Tracer. L'art d'accepter les compliments avec grâce. Quelqu'un vous a-t-il déjà complimenté d'une manière qui vous a mis mal à l'aise, vous poussant peut-être à minimiser ou éviter complètement ces éloges? Cette réaction survient plus fréquemment que nous le pensons, et elle résulte souvent d'une perception déformée de notre propre valeur. Au cœur de cette difficulté réside un désaccord entre notre perçoit. Le stoïcisme, avec sa riche tapisserie de sagesse concernant le fonctionnement humain, nous offre une approche extraordinairement utile pour comprendre et finalement résoudre ce problème. Les stoïciens nous démontrent l'importance de maintenir notre équilibre émotionnel et de posséder une vision claire de notre identité. Les individus sont encouragés à accepter les éloges avec respect, non pas comme un moyen de flatter leur ego, mais comme une façon de reconnaître les efforts et vertus qui se manifestent dans leurs actions. Pourquoi tant d'entre nous éprouvent-ils des difficultés à accepter les compliments? Fréquemment, nous pinons à recevoir des éloges en raison de perceptions négatives concernant nous-mêmes. Il pourrait s'agir d'un sentiment d'insuffisance ou de ne pas mériter les louanges, ou encore d'une inquiétude de paraître arrogant. Cependant, minimiser ou refuser les compliments non seulement diminue la bienveillance de la personne qui les exprime, mais cela alimente également une perception négative de nous-mêmes. Je me souviens qu'autrefois, lorsque quelqu'un me complimentait, j'étais plus enclin à chercher un défaut qu'à simplement accepter ses paroles aimables. C'était comme si j'étais convaincu que ce qui était dit ne pouvait être véridique, car cela ne correspondait pas à ma perception de moi-même. Le stoïcisme m'aida à comprendre que cette réaction non seulement nuisait à mon estime personnelle, mais m'empêchait également de percevoir mes propres qualités et accomplissements tels qu'ils sont réellement. Comment pouvons-nous donc commencer à mieux gérer les compliments? Premièrement, reconnaissons que les éloges reflètent la perception d'autrui concernant nos actions et notre personnalité. Accordez-vous la possibilité de considérer que si quelqu'un exprime des appréciations à votre égard, elles pourraient être authentiques. Deuxièmement, cultivez la gratitude. Dites merci lorsque quelqu'un vous complimente. Cela témoigne d'humilité et vous aide à maintenir une attitude positive envers vous-même et autrui. Point 16. Surmonter la paralysie décisionnelle avec sagesse stoïcienne. Nous hésitons tous face aux grandes décisions importantes. La peur et l'incertitude nous immobilisant souvent. À ce moment crucial, confronté à un choix significatif, qui n'a jamais redouté de franchir le mauvais pas. Les êtres humains répugnent naturellement à prendre des risques, mais le stoïcisme peut nous aider à naviguer dans ces eaux tumultueuses
en nous enseignant à fonder nos choix sur la sagesse et la raison, tout en acceptant sereinement les résultats. Le stoïcisme nous conseille d'aborder les décisions avec un esprit clair et de nous concentrer sur les facteurs relevant des risques. Corpa. Les stoïciens nous rappellent que, bien que nous ne puissions connaître ou contrôler les conséquences de nos actions, nous détenons un contrôle total sur nos pensées et nos décisions. Nous ne devrions donc pas nous préoccuper de ce qui pourrait mal se passer, mais plutôt réfléchir à ce que nous pouvons accomplir maintenant. Nous sommes encouragés à porter notre attention sur la qualité des choix que nous effectuons. Considérez cette perspective. Chaque décision que nous prenons représente une opportunité de mettre la vertu en pratique, de considérer nos valeurs fondamentales et d'agir en harmonie avec elles. La peur de commettre une erreur commence à perdre de son emprise lorsque nous envisageons les choix sous cet angle. Nous pouvons accepter les résultats d'une décision, quel qu'il soit, comme faisant partie du cours naturel de l'existence, pourvu que le choix ait été effectué après mûre réflexion et avec un dessein clair. Permettez-moi de partager une expérience personnelle. À un moment donné, je dus prendre une décision professionnelle qui semblait risquée et je pouvais ressentir la peur de l'échec. Cependant, les enseignements stoïciens m'amenèrent à décider d'examiner mes options en fonction de mes valeurs plutôt que de mes craintes. Je fis le choix qui correspondait à mes convictions et à la personne que j'aspirais à devenir. Cela conduisit à un parcours d'apprentissage et de croissance qui n'aurait pas été possible si j'avais permis à la peur de dicter mes actions. POIN 17. Ce sens truer canestesia. Macheur. Machers conachenar. Machers sion udisarcar. Iar canestation astantique. N'oublions pas la puissance extraordinaire d'un réseau solide de personnes qui peuvent nous accompagner dans la réalisation du meilleur retour de nos existences. Imaginez-vous entreprenant ce voyage difficile en compagnie d'autres âmes bienveillantes. Il y a des personnes autour de vous. Ces individus peuvent être des mentors, des amis, des membres de votre famille, ou même des personnes rencontrées dans différents cercles qui partagent vos aspirations. Ce groupe transcende un simple système de soutien, il constitue également vos conseillers et un espace de dialogue constructif. Certes, ils offrent un soutien émotionnel, mais ils fournissent également des conseils pratiques et des commentaires extraordinairement précieux. Ils vous apportent des perspectives nouvelles, des points de vue différents, et surtout, ils vous maintiennent centrés et ancrés. Gardez à l'esprit que les personnes avec lesquelles vous passez beaucoup de temps peuvent exercer une influence considérable sur votre façon de penser et d'agir. Réfléchissez maintenant aux moyens de vous impliquer dans des groupes qui partagent vos objectifs. Il pourrait s'agir d'un réseau professionnel, d'un club local ou d'un groupe communautaire. Partagez votre parcours, écoutez les expériences d'autrui et établissez des connexions qui bénéficient mutuellement à tous les participants. C'est comme faire partie d'une équipe où chacun souhaite la réussite de tous les autres. Considérez par exemple l'existence de Thomas Edison. Son groupe de personnes partageant ses idéaux l'accompagne à travers toutes ses tentatives infructueuses de créer l'ampoule électrique. Non seulement ils assistèrent techniquement, mais ils maintinrent également son moral et sa détermination. Ce type de système de soutien s'avéra crucial pour son succès final. Alors que vous progressez dans votre parcours de transformation, n'oubliez pas de construire et d'entretenir ces connexions précieuses. Elles vous accompagnent dans ce voyage et je tiens à vous dire, cher ami, de chérir ces relations. Non seulement elles font partie intégrante de votre voyage, mais elles constituent également un élément vital de votre succès. Souvenez-vous que chaque fil dans la tapisserie de l'existence revêt une importance, et ces connexions peuvent vous aider à tisser une histoire de retour extraordinaire. Conclusion transformatrice. Alors que nous concluons cette exploration dans la philosophie stoïcienne, gardez à l'esprit que le voyage vers la croissance personnelle et la motivation durable ne s'achève pas ici. Les principes et insights que vous avez rencontrés sont destinés à servir de fondation pour une existence entière de réflexion, de résilience et de joie. Le stoïcisme ne constitue pas simplement une philosophie à comprendre intellectuellement. Le chemin qui s'étend devant vous est celui d'un apprentissage et d'une application continuelle. La sagesse du stoïcisme, avec son accent sur la force intérieure, l'acceptation et la poursuite de la vertu, offre une boussole pour naviguer à travers les défis et les plaisirs de l'existence. C'est dans la pratique constante de ces enseignements que vous découvrirez des transformations profondes dans votre perspective, conduisant à une expérience de vie plus riche et significative. Laissez les principes du stoïcisme vous guider dans tous les aspects de votre existence, des épreuves que vous affrontez aux moments silencieux de contentement.
Souvenez-vous que ce sont les choix quotidiens, les actions répétées en harmonie avec la sagesse stoïcienne, qui cimentent ces changements, les rendant partie intégrante de votre identité naturelle. Merci de vous être joint à ce voyage de découverte et de transformation. Puisse le feu d'inspiration allumé ici continuer de brûler intensément en vous, éclairant le chemin vers une existence emplie de dessein, de tranquillité et d'épanouissement. Continuez d'explorer, continuez de questionner et surtout, continuez de vivre de manière stoïcienne.